Bonjour et bienvenue dans le bonus de ma vidéo sur les radiations et les déchets nucléaires. Ici, je vais expliquer quelques concepts autour des éléments radioactifs que je n'ai pas pris le temps de détailler dans la vidéo principale. Ils ne sont pas essentiels mais intéressants à connaître néanmoins. Je vais également présenter d'autres méthodes de traitement des déchets nucléaires et expliquer pourquoi on ne les a pas retenus, du moins pour le moment. Je vais commencer par un petit rappel sur les atomes. Un atome est constitué de 3 éléments. Un ou plusieurs protons et neutrons qui forment le noyau, et des électrons qui gravitent autour sur plusieurs couches. Les protons ont une charge positive, les neutrons ont une charge neutre, et les électrons ont une charge négative. Comme les protons et les électrons ont des charges opposées, un atome a autant de protons que d'électrons. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez un anion ou un cation, mais nous on s'en fout. Tout autour de vous est constitué d'atomes. Ce sont les briques de la matière. On appelle un assemblage de plusieurs atomes une molécule, mais bon, les molécules, là encore, on s'en fout. Tous les atomes sont classés dans le tableau périodique des éléments. Ce qui définit les propriétés physiques d'un atome, c'est combien de protons et de neutrons il a dans son noyau. C'est ce qui va déterminer sa densité, son point d'ébullition, son point de congélation, etc. Prenons le lithium. Ce chiffre nous dit qu'il a 3 protons. On sait alors qu'il a 3 électrons. Pour savoir le nombre de neutrons, on prend ce chiffre, on l'arrondit s'il y a besoin, et on soustrait. Ça nous fait 4 neutrons pour notre exemple. Ce qui définit les propriétés chimiques d'un atome, ce sont ses électrons, et plus exactement comment ils sont répartis sur la dernière couche qu'on appelle couche de valence. C'est ce qui va déterminer comment l'atome réagit avec les atomes autour de lui, puisque c'est via les électrons de cette dernière couche que les atomes forment des liens. C'est également ce qui va déterminer le groupe auquel l'atome appartient. Dans le tableau, chaque groupe correspond à une colonne. À chaque colonne vers la droite, il y a un électron de plus sur la couche de valence. Prenons le sodium et le potassium. La première colonne nous indique qu'ils ont chacun un électron sur leur couche de valence. Et si vous mettez du sodium ou du potassium dans l'eau, les deux vont exploser. Maintenant, on va parler des isotopes. Vous aurez peut-être remarqué que des fois, on parle d'un élément en disant le nom d'un atome avec un chiffre à la suite. Ce que vous avez entendu inclut probablement l'uranium-235, le césium-137, le carbone-14 ou encore le pastis-51. Un isotope, c'est simplement un atome du tableau périodique des éléments avec ses protons et ses électrons, sauf qu'il a plus ou moins de neutrons que sa forme normale. Certains isotopes sont stables, c'est-à-dire qu'ils resteront tels quels si rien ne leur est fait. D'autres, qu'on appelle radionucléides, ne le sont pas. Ils vont essayer de se stabiliser d'eux-mêmes en émettant ce qu'ils ont en trop. On dit qu'ils sont radioactifs et qu'ils se désintègrent. Les radionucléides ne se désintègrent pas tous de la même manière. Il y a plusieurs types de radiation. La radiation alpha, les radiations bêta et la radiation gamma. Une radiation alpha, c'est quand un radionucléide émet 2 protons et 2 neutrons. À chaque fois que ça va arriver, il va se transformer en un autre élément. Par exemple, après une radiation alpha, un atome de polonium-210, un isotope du polonium avec 84 protons et 126 neutrons, va devenir un atome de plomb-206, un isotope du plomb avec 82 protons et 124 neutrons. Les radiations bêta sont un peu plus compliquées. Déjà, il y en a 2 types. Les radiations bêta+, et bêta-. Je veux pas entrer trop dans les détails parce que sinon ça va parler de positrons, de neutrinos électroniques et tout ce beau bordel. Je vais m'en tenir au plus basique. Lors d'une radiation bêta+, un proton se transforme en neutron et 2 autres particules sont émises. Lors d'une radiation bêta-, un neutron se transforme en proton et là encore 2 autres particules sont émises. Dans les 2 cas, le radionuclide va se transformer en un autre élément, comme avec une radiation alpha. Une radiation gamma, c'est simple. Quand un atome a trop d'énergie, il va l'émettre sous la forme d'une particule qui transporte cette énergie. Plus exactement, c'est un photon qui est émis, et le noyau de l'atome reste inchangé. Il y a toujours autant de protons et de neutrons après. C'est donc le même élément qui a perdu en énergie, une version plus stable de lui-même en gros. J'aimerais entrer plus en détail pour expliquer comment ça marche, mais même moi je commence à être perdu quand je creuse. Les radiations gamma accompagnent généralement une radiation alpha ou bêta, mais il est possible qu'un radionuclide n'émette que des radiations gamma. Donc ça, ce sont les 3 manières dont un radionuclide peut se désintégrer. Cependant, c'est pas parce qu'un radionuclide s'est désintégré une fois que hop, balai, c'est pesé, c'est stable. Un radionuclide va se désintégrer et se transformer en un autre élément, après une radiation alpha ou bêta,
ou une version plus stable de lui-même après une radiation gamma. Peu importe le type de radiation, si l'élément qui reste après est un élément stable, alors c'est la fin de l'histoire. Sinon, le tout va continuer à se désintégrer jusqu'à devenir un élément stable. L'uranium-235, par exemple, se transforme naturellement en plusieurs éléments jusqu'à devenir majoritairement un isotope stable du plomb. Maintenant qu'on sait tout ça, comment se protéger de ces types de radiations? Pour les radiations alpha, une simple feuille de papier, 10 cm d'air ou 20 mm d'eau suffit pour les arrêter. Votre peau est également une barrière suffisante pour votre corps. Pour les radiations bêta, quelques millimètres d'aluminium, 3 mètres d'air ou 5 cm d'eau suffisent à vous protéger. Votre peau est là encore une barrière efficace. C'est pour ça que les éléments émettant des radiations alpha ou bêta ne sont dangereux que si ingérés ou inhalés. Pour les radiations gamma, il faut beaucoup de blindage. Plusieurs dizaines de mètres d'air, quelques mètres d'eau, 54 cm de terre, 30 cm de béton ou encore 6 cm de plomb. L'avantage de ces radiations, c'est que la plupart ne font que traverser votre corps sans rien faire. Il en faut vraiment beaucoup pour poser des problèmes de santé. Fermons cette partie sur les radiations et revenons aux isotopes. Comme je l'ai dit plus tôt, un isotope ce n'est rien d'autre qu'un atome du tableau périodique des éléments avec un nombre différent de neutrons. Son nombre d'électrons sur la couche de valence reste le même. Donc, si les propriétés physiques d'un isotope peuvent différer de celles de son atome original, ses propriétés chimiques sont les mêmes. On le voit avec la thyroïde. En temps normal, elle capte l'iode dans ce que vous mangez pour fabriquer des hormones. Mais si vous ingérez de l'iode 131, qui est radioactif, celui-ci va se fixer à la thyroïde comme de l'iode normal. Quand un élément radioactif se fixe à la place de quelque chose dans le corps d'un être vivant, on dit qu'il se bioaccumule. Un autre exemple de bioaccumulation est le strontium 90 qui, vous l'aurez deviné, est un isotope du strontium. Lui va se fixer à la place du calcium dans vos os. Mais pourquoi est-ce que le strontium se fixerait à la place du calcium? Eh bien, en fait, c'est très simple. Si vous regardez le tableau périodique des éléments, ils sont dans le même groupe et sont en plus l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire que leurs propriétés physiques et chimiques sont similaires. Le barium et le radium se fixent également aux os d'ailleurs. Ce qu'il faut en retenir, c'est que non seulement un isotope se comporte comme son atome original, mais un élément du même groupe peut également se comporter comme tel. Donc, pour ce qui est de votre santé, même si deux radionucléides ont le même type et le même niveau de radiation, ça ne veut pas dire qu'ils représentent le même niveau de danger. L'un peut avoir tendance à passer direct dans votre système digestif et ressortir, alors que l'autre peut avoir tendance à se fixer dans votre corps et donc vous exposer plus longtemps à ces radiations. On voit par exemple beaucoup de paranoïa vis-à-vis du plutonium et des actinides mineurs, parce qu'ils sont dangereux pendant des dizaines de milliers d'années. On lit souvent comme quoi en inhaler quelques milligrammes vous tuerez, alors que dans la réalité, ils sont plus lourds que le plomb, ce qui les rend peu volatiles et donc bien plus compliqués à inhaler ou ingérer que beaucoup de produits de fission tels que le césium-137. Pensez-y, combien de fois dans votre vie vous pensez avoir avalé du plomb et combien de fois dans votre vie vous pensez avoir avalé du sel? Avant de parler des déchets nucléaires, j'aimerais revenir sur un point de la vidéo précédente que j'ai volontairement simplifié pour éviter d'alourdir le contenu. Je veux parler des effets d'une exposition à des radiations sur le corps humain. Je vais distinguer deux niveaux d'exposition à des radiations. Les petites doses de radiation, c'est-à-dire celles que vous ne ressentez même pas, et les grosses doses, c'est-à-dire celles qui se traduiront par des brûlures, des nausées, etc., jusqu'à la mort. Dans les deux cas, les effets vont être au niveau des cellules. Comme vous le savez probablement, votre corps est constitué de dizaines de milliards de petites cellules. L'exposition à de faibles doses de radiation peuvent avoir des effets à long terme. Une radiation peut altérer la composition d'une cellule et la faire muter. Et en se multipliant, la cellule peut propager cette mutation. Cette mutation peut être inoffensive. Mais si la cellule mutée se met à ne pas agir correctement dans votre corps, c'est un cancer. Un cancer peut subvenir des années après l'exposition aux radiations qu'il a causée. Il est donc impossible de déterminer si un cancer en particulier est dû à de la radioactivité ou à autre chose. Un Américain moyen est exposé à 6,24 millisieverts de radiation de fond par an. Il a 42% de chances d'avoir un cancer dans sa vie. Et cette probabilité augmente de 0,17% s'il est exposé à 10 millisieverts. En voyant ça, on peut déduire que plus vous êtes exposé à des radiations, plus vous aurez de chances d'avoir un cancer.
Mais il faut prendre tout ça avec des pincettes. Il n'est pas rare de trouver des populations dans le monde qui sont exposées à 10 ou 20 millisieverts de radiation de fond par an, et on n'y observe pas pour autant un nombre de cancers particulièrement plus élevé. Les raisons pour ça sont encore floues, et il n'y a pas d'explication scientifique prouvée. Ce que ça laisse penser, c'est que ce qui est important n'est pas la dose brute de radiation à laquelle vous êtes exposé, mais la dose supplémentaire par rapport à ce à quoi vous êtes habitué. Regardons les conséquences d'une exposition à de fortes doses de radiation maintenant. Là, le problème n'est plus le risque de mutation de vos cellules à long terme, mais leur destruction pure et simple à court terme. On peut l'illustrer avec les brûlures. Si vous touchez un objet trop chaud ou si vous restez trop longtemps au soleil sans protection, vous allez avoir des brûlures. C'est-à-dire que les cellules de la peau brûlée meurent. Alors, vous avez constamment en vous des cellules qui meurent. Votre corps nettoie ce qui est mort et remet du neuf à la place. Pour les cellules mortes suite à une brûlure, c'est pareil. Là où ça devient embêtant, c'est si vous avez des brûlures sévères sur une grande partie de votre peau. Vous allez avoir une énorme quantité de cellules à nettoyer et à remplacer, et votre corps peut être dépassé par les événements si les brûlures sont trop grandes. Après une trop grosse exposition à des radiations, c'est pareil, sauf qu'ici, les brûlures ne se limitent pas qu'à la peau. Si vous ingérez ou inhalez trop d'éléments radioactifs alpha, bêta, et ou si vous êtes exposé à énormément de radiation gamma, ce sont les cellules à l'intérieur de votre corps qui vont mourir. Par exemple, vos poumons, votre système digestif, etc. Pour certains types de cancers, il n'est d'ailleurs pas rare d'envoyer un élément radioactif sur les cellules cancéreuses pour les tuer. Il faut alors éviter à tout prix de trop fortes doses. Non seulement pour éviter à votre système d'avoir à traiter trop de cellules mortes d'un coup, mais surtout pour éviter de flinguer votre corps entier et mourir. Il y a par contre un léger avantage à une forte exposition. Les radiations sont tellement violentes que généralement les cellules meurent avant d'avoir une chance de muter. Tant que vous n'en mourrez pas, les effets à long terme sont moins prononcés que si vous aviez reçu la même dose sur une période plus longue. Explorons les autres manières dont on peut traiter nos déchets nucléaires. On va exclure le stockage géologique puisque j'en ai déjà parlé, et on va se concentrer sur les déchets de nos réacteurs nucléaires. On parlera ici de la réutilisation de certains de ces déchets comme carburant pour des centrales, et des différents endroits où, à un moment dans l'histoire, on s'est dit que ce serait pas mal juste de les y balancer et basta. Commençons par la réutilisation de certains déchets comme carburant pour des centrales nucléaires. Pour comprendre le principe, je vais vulgariser un peu. Ne prenez pas ça comme une explication scientifique. J'aimerais que vous imaginiez 1 kg d'uranium qu'on a extrait du sol. Ce kilogramme d'uranium, c'est comme une batterie. Une batterie qui émet son énergie sous forme de radiation au lieu d'électricité. L'uranium a tant d'énergie à émettre avant de devenir plusieurs éléments stables, c'est-à-dire des éléments qui n'ont plus d'énergie. Dans le déroulement naturel des choses, il faudra des dizaines de milliards d'années à l'uranium pour arriver à ça. Il a peut-être beaucoup d'énergie en stock, mais du fait de sa lenteur pour émettre cette énergie, il est peu radioactif. Quand on met cet uranium dans un réacteur nucléaire, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, grâce à la fission nucléaire, au lieu qu'il relâche cette énergie sur plusieurs dizaines de milliards d'années, on la lui fait relâcher une grosse part sur 3 ans. C'est pour ça que c'est aussi puissant le nucléaire. Mais il y a une certaine part de l'énergie qui n'est pas utilisée. Ce qui ressort de la fission nucléaire de l'uranium, ce sont des déchets radioactifs. Or, les radiations de ces déchets, c'est autant d'énergie qu'on n'a pas tiré de l'uranium qui va être gaspillée sur les millions d'années où ils vont être stockés. L'idée, c'est qu'en traitant ces déchets pour être réutilisables dans des réacteurs nucléaires, on peut non seulement tirer plus d'énergie de ce kilogramme d'uranium, mais comme cette énergie est dépensée, ce qui ressort sont des déchets moins dangereux à long terme. On va maintenant regarder chaque type de déchet nucléaire et voir ce qui est possible, à commencer par l'uranium qui représente 96% des déchets d'un réacteur nucléaire. L'uranium qu'on trouve dans le sol contient 0,7% d'uranium-235 pour 99,3% d'uranium-238. L'uranium qu'on met dans un réacteur nucléaire français est enrichi entre 3 et 5%, c'est-à-dire qu'on y trouve 3 à 5% d'uranium-235 pour 95 à 97% d'uranium-238. On appelle cet uranium combustible UOX. Ce qui fait le gros du travail, c'est l'uranium-235. Donc à la sortie du réacteur, l'uranium qui reste est essentiellement de l'uranium-238. Il revient à 1% d'enrichissement, ce qui est proche du taux d'enrichissement naturel. On peut donc à nouveau l'enrichir et le réutiliser normalement.
Passons au plutonium qui représente 1% des déchets d'un réacteur nucléaire. Le plutonium est à ce jour réutilisé sous forme de combustible MOX dans nos réacteurs actuels. Le MOX contient 8 à 9% de plutonium. Plus exactement, 2% de plutonium-238, 54% de plutonium-239, 25% de plutonium-240, 11% de plutonium-241 et 8% de plutonium-242. Le reste du combustible MOX est constitué d'uranium appauvri. L'uranium appauvri, c'est ce qui reste de l'enrichissement d'uranium naturel. Lorsqu'on enrichit, on prend des atomes d'uranium-235 d'une grosse partie de l'uranium naturel et on le concentre sur une petite partie. Avec 1 kg d'uranium naturel, vous fabriquez 130 g d'uranium enrichi à 4,2%. Du coup, les 870 g restants sont essentiellement constitués d'uranium-238, c'est ce qu'on appelle de l'uranium appauvri. Tout le plutonium n'est pas réutilisable dans le MOX. Seuls les plutonium-239 et 241 le sont. De plus, ils n'ont pas des taux de fission parfaits. Environ 25% du plutonium-241 ne se transforme pas en énergie, et ce chiffre monte à 44% pour le plutonium-239. Malgré cela, on peut quand même réduire de 30% la quantité finale de plutonium en le réutilisant dans nos réacteurs actuels. C'est de toute façon un carburant qu'on a déjà sous le bras, étant donné que c'est un déchet du combustible UOX. Et non seulement on l'a déjà sous le bras, mais s'il n'est pas utilisé, c'est un des déchets les plus problématiques. Il permet également d'économiser du combustible UOX, 900 tonnes par an sur les 8400 tonnes consommées. Ce qui ressort du MOX après avoir été utilisé, c'est moins de plutonium qu'il y avait au départ, mais plus d'actinides mineurs. Comparé aux actinides mineurs trouvés dans l'UOX usé, on trouve 4 fois plus d'américium-241, 5 fois plus d'américium-243 et 9 fois plus de curium-244, pour un total de plus de 2 fois plus d'actinides mineurs. Ces actinides sont plus radioactifs à la sortie du réacteur que le plutonium, ce qui rend le MOX usé plus radioactif que l'UOX usé. Le bon côté des choses, c'est que ces actinides sont peut-être plus radioactifs que le plutonium, mais ils le sont moins longtemps. La demi-vie de l'américium-241 est de 430 ans. La demi-vie de l'américium-243 est de 7400 ans. Et celle du curium-244 est de 18 ans. Pour vous donner une idée, le plutonium-239 a une demi-vie de 24 000 ans. Malgré cela, le plus haut niveau de radioactivité du MOX, aussi bien avant qu'après utilisation, est ce qui lui cause le plus de tort. Avant même de mettre le MOX dans le réacteur, il faut conditionner le plutonium et l'uranium appauvri sous forme de pastilles, les mettre dans les crayons en zirconium et les transporter jusqu'à la centrale. Or, les pastilles de MOX sont 1 million de fois plus radioactives que les pastilles d'UOX. Non seulement elles sont plus dangereuses, mais elles chauffent toutes seules. Le processus de fabrication est donc plus délicat du point de vue de la sécurité. Ensuite, il y a le MOX usé. Le MOX usé est plus radioactif et chauffe bien plus que l'UOX usé à cause des actinides mineurs produits. Ça veut dire qu'une panne du refroidissement d'un réacteur est plus grave avec du MOX. C'est une des théories expliquant pourquoi le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima a été plus endommagé que les autres. Mais au-delà de la sécurité du réacteur, cette radioactivité et ce dégagement de chaleur plus élevé veut aussi dire que la gestion des déchets devient encore plus délicate. Il faut compter 50 ans de refroidissement pour le MOX usé contre 5 à 8 ans pour l'UOX usé, ce qui implique des installations de refroidissement bien plus grandes. Après 5 ans, le MOX usé dégage 2 fois plus de chaleur que l'UOX usé. Après 35 ans, plus de 3 fois la chaleur de l'UOX usé. Après 55 ans, c'est près de 4 fois la chaleur de l'UOX usé. Après 100 ans, 5 fois la chaleur, et après 300 ans, c'est plus de 6 fois la chaleur. Il est techniquement possible de reprendre le MOX usé, de le retraiter et de le réutiliser. Mais sa nature encore plus radioactive que le plutonium le rend encore plus délicat à manipuler, conditionner et transporter, et donc encore plus cher. Économiquement, ce n'est simplement pas intéressant. À ce jour, 40 réacteurs en Europe sont habilités à utiliser du combustible MOX, et une trentaine l'utiliseraient. Ce sont majoritairement des réacteurs français. Regardons maintenant ce qu'on peut faire des produits de fission, qui représentent la majorité des déchets d'un réacteur nucléaire après avoir retiré l'uranium et le plutonium. De manière générale, les produits de fission ne sont pas trop un problème. À la sortie du réacteur, ce sont peut-être les éléments de loin les plus radioactifs,
mais ils deviennent négligeables après quelques centaines d'années. Cette extrême radioactivité est aussi ce qui les rend bien trop coûteux à recycler, car très compliqués à manipuler, conditionner et transporter. Seuls 2 éléments des produits de fission pourraient être intéressants, mais pas pour être réutilisés dans un réacteur nucléaire. Il s'agit des isotopes de palladium et de rhodium. On en produit respectivement 180 kg et 660 kg par an. Le palladium et le rhodium sont tous deux des métaux rares qui se vendent à 15 000 € le kilo. Malheureusement, même si une industrie se développait autour de leur recyclage, ils ne représentent à eux deux que 1,4% de la masse des produits de fission. En plus de ça, ils ne sont pas très dangereux. Tous les isotopes du palladium sont stables, sauf le palladium 107 qui a une demi-vie de 6,5 millions d'années, c'est-à-dire qu'il est très peu radioactif. Et seuls 2 des 3 isotopes du rhodium sont radioactifs, avec tous deux une demi-vie de 3 ans, c'est-à-dire qu'ils ont beau être très radioactifs, après quelques dizaines d'années, ils sont négligeables. Donc, les produits de fission, on ne peut pas en faire grand-chose. Il nous reste alors les actinides mineurs, qui représentent une infime fraction des déchets HA, mais qui ne sont pas inoffensifs pour autant. Eux ne peuvent pas vraiment être réutilisés dans nos réacteurs actuels. Et comme on l'a vu, même si c'était le cas, ils seraient trop chers à conditionner et transporter. Il existe des réacteurs dans le futur qui pourraient théoriquement retraiter, voire réutiliser notre uranium appauvri, nos déchets d'uranium et de plutonium, voire même nos déchets d'actinides mineurs. Il s'agit des réacteurs à neutrons rapides, mais ça, je le garde pour le bonus de la seconde vidéo. Pour conclure la vidéo, on va regarder les quelques manières dont on a songé de se débarrasser de nos déchets nucléaires. Au cours du XXe siècle, on s'est dit que c'était pas franchement une mauvaise idée de jeter nos déchets nucléaires à la mer. L'idée derrière est que la profondeur de l'eau serait une barrière plus que suffisante aux radiations, et que l'immensité des océans serait suffisante pour diluer la radioactivité. C'était une idée qui était essentiellement retenue pour les déchets plutôt faiblement radioactifs. Du point de vue purement théorique, c'était pas nécessairement une mauvaise idée. On n'a pas observé une radioactivité plus élevée de nos océans, au point que le plan de surveillance lancé en 1980 par l'Agence pour l'énergie nucléaire a été suspendu en 1995. Si du point de vue théorique la solution marchait, on peut tous admettre que c'est pas l'idée du siècle de faire des océans un dépotoir. On observe aujourd'hui que les niveaux de radioactivité n'ont pas bougé, mais on ne sait pas où on en serait aujourd'hui si cette méthode avait été adoptée de façon massive par tout le monde. De plus, une question de principe se pose. Est-ce que c'est vraiment juste de déposer nos déchets nucléaires là où ça devient le problème de tout le monde ? Au vu des lois maritimes, rien n'empêchait un pays comme la France de déverser ses déchets à l'autre bout du globe, au large d'un pays qui n'avait rien à voir avec notre politique énergétique. Il fallait donc limiter les abus. C'est pour ça que l'immersion de déchets nucléaires au niveau mondial a été interdite en 1993. La France a fait 2 opérations d'immersion de déchets nucléaires, une en 1967 et une en 1969 pour un total de 14 000 tonnes à 4 000 mètres de profondeur au large de la Bretagne et de l'Espagne. C'est la seule des solutions dont je vous parle ici qui a été un jour appliquée. Une autre solution était de simplement les déposer sur la glace de l'Antarctique ou du Groenland. La chaleur des déchets aurait fait fondre la glace autour d'eux et ils auraient lentement coulé jusqu'à se déposer sur la terre ferme à des kilomètres sous la glace. Mais le traité de l'Antarctique de 1959 a interdit tout dépôt de déchets radioactifs au pôle sud, ce qui a enterré cette idée. On a également songé à les jeter dans un volcan. Je n'ai pas de source décrivant pourquoi cette solution serait intéressante, mais j'imagine que les déchets se dilueraient dans la lave et couleraient au fond du magma à des kilomètres de profondeur. Mais pour des raisons environnementales et de sécurité évidentes, cette idée n'a pas vraiment été prise au sérieux. Il faudrait jeter les déchets dans un volcan actif, et s'il venait à entrer en éruption, ce serait une quantité phénoménale de matière radioactive qui serait dispersée. La dernière solution semble être la moins bête de toutes. Envoyer simplement nos déchets dans l'espace. On pourrait accélérer nos déchets en dehors du système solaire, ou les ralentir un peu et les laisser tomber lentement vers le soleil. Et non, ça ne ferait pas exploser le soleil. Vu sa taille, il pourrait avaler la Terre entière sans broncher. Les 2 grosses barrières à ces solutions actuellement sont le coût et la fiabilité des fusées. La France a produit en 2010 2 kg de déchets radioactifs par habitant, soit 130 000 tonnes. Si on ne retient que les déchets HA, ça nous fait 260 tonnes. Prenons la fusée Ariane 5.
elle peut embarquer 10 tonnes à raison de 17 000 € le kilogramme. Rien que pour les déchets HA d'une seule année, ça coûterait au moins 4 milliards et 400 millions d'euros. C'est cher, mais au vu de l'énergie que le nucléaire produit chaque année, ce n'est pas non plus irréaliste. Cependant, si on ajoutait les déchets MAVL, là on serait à plus de 63 milliards d'euros rien que pour une année de déchets. Donc ces déchets, on va les mettre en stockage géologique de toute manière. Alors pourquoi s'emmerder à envoyer les HA dans l'espace? Même si l'argent n'était pas un problème, on fait face au problème de la fiabilité des fusées. Ariane 5 est le lanceur le plus fiable conçu à ce jour, avec 98% des lancements réussis. C'est bien, et c'est toujours mieux qu'une Fiat, mais c'est pas assez. Si on n'envoyait que les HA, on serait à 26 lancements par an et à 260 lancements tous les 10 ans. Il y aurait donc un raté à peu près tous les 2 ans. Une fusée qui explose avec un satellite à son bord, c'est pas grave. Une fusée qui explose avec des déchets extrêmement radioactifs dedans, c'est un risque de contamination qui n'est pas acceptable. Il va falloir que nos systèmes de lancement s'améliorent énormément avant que cette option soit viable. C'est sur ces mots que je vais finir. Mais c'est pas encore un au revoir. Vous allez encore vous taper ma compagnie dans la deuxième vidéo et dans le bonus de celle-ci. À tout de suite.